Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le dernier point ciné de l'année 2023. Aujourd'hui on va donc clôturer ces vidéos sur les films que j'ai été voir en 2023. On va parler des films que j'ai été voir du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Du coup, il y a 11 films aujourd'hui, dont des très intéressants. À préciser que dans quelques semaines / mois, je ferai une vidéo des meilleurs films pour moi de 2023 et des pires aussi, voilà, et je publierai la liste complète des films que j'ai été voir en 2023, mon classement complet de tous les films que j'ai été voir en 2023 sur Letterboxd. Bref, c'est parti, on commence avec le premier film qui est le 5e opus d'une saga, une saga d'horreur que j'aime énormément. C'est bien évidemment la saga Insidious avec le film Insidious The Red Door. When you awaken the dead, the further you travel, the riskier your journey will become. Ce 5e opus de la saga d'horreur à succès se déroule plusieurs années après les premiers et deuxièmes films, et le fils de Josh, qui a été victime des événements des premiers films, part dans une école assez loin de chez lui. Il faut savoir que ses parents viennent de divorcer, et sauf que eh bien, ce qui s'est passé il y a pas mal d'années ressurgit et va forcément lui recauser des petits problèmes. Insidious The Red Door, donc la porte rouge en français littéral, qui est donc, comme je viens de le dire, le 5e volet de la saga d'horreur Insidious, qui a démarré en 2010 et qui est également la première réalisation de Patrick Wilson, que vous connaissez très bien puisqu'il s'agit d'un acteur à succès qui a notamment joué dans cette saga, qui joue d'ailleurs dans ce film. Il joue le rôle de Josh, qui est le père de famille. Insidious, c'est une saga que j'aime énormément. C'est peut-être même ma saga d'horreur préférée. Les Insidious sont les films qui m'ont sans doute fait le plus peur, plus encore que Conjuring, même si y a match. Paradoxalement, ce sont des films d'horreur qui restent dans une mécanique extrêmement simple. Ça balance des screamers à tout va, donc là c'est pas forcément de la peur, c'est surtout des réflexes humains. Voilà, et c'est malheureusement ce que beaucoup de films d'horreur actuellement font, et c'est ce que j'aime pas. Maintenant, Insidious, ça fait beaucoup, ça propose énormément de screamers, ça on va pas se mentir, mais en même temps ils sont efficaces quand même, et ça joue aussi pas mal sur l'ambiance. Pour ce qui est de Insidious The Red Door, donc ça se déroule plusieurs années après le premier film. Il faut savoir qu'après le premier film, ça a été après le premier et deuxième film, ça a été des préquels, puis pour le 5e film, c'est une suite du deuxième qui se déroule plusieurs années après, et pareil, c'est les mêmes mécaniques, ça joue un peu sur l'ambiance d'Insidious qui est assez particulière, qui est assez singulière, mais en même temps il y a beaucoup de screamers mais qui sont très efficaces. J'ai sursauté plusieurs fois en salle, ce qui m'a valu plusieurs rires des gens qui étaient avec moi. C'est pas le meilleur film de la saga, hein, franchement pas du tout. Il y en a qui se valent, il y en a qui sont meilleurs que d'autres honnêtement. Celui-là fait peut-être partie des moins bons. Mais encore une fois, j'ai pas été déçu, je m'attendais à ça, et j'avais comme attente de voir un film Insidious qui me fasse peur et qui reste dans cet univers que j'aimais bien des premiers films, et c'est ce que j'ai eu, donc à ce niveau là c'est très cool. En plus on retrouve les acteurs du début de la saga, donc Ty Simpkins et Patrick Wilson entre autres. La réalisation est correcte, pour un premier film c'est franchement bien, et non, franchement j'ai bien aimé l'ambiance comme d'hab, ça m'a fait peur. Et même si scénaristiquement c'est pas le top du top par rapport au précédent film, j'ai bien aimé. Et si vous aimez bien Insidious, si vous aimez bien les films d'horreur, je vous le conseille. On poursuit encore avec un film qui fait partie d'une saga, d'une trilogie plus précisément, qui évoluera peut-être en quadrilogie ou en saga, mais en tout cas pour l'instant c'est une trilogie assez récente, qui a été faite réalisée intégralement par Kenneth Branagh, qui est un acteur et réalisateur britannique que vous connaissez sans doute. C'est bien évidemment la trilogie centrée sur certains romans d'Agatha Christie. Je parle bien sûr du film Mystère à Venise. I've been hiding here all this time. Who are you talking to? On y suit sans trop de surprise la suite des aventures de Hercule Poirot, le détective belge créé par Agatha Christie, qui décide de prendre sa retraite dans la sublime ville italienne de Venise, sauf que il se passe quelque chose là-bas, et il décide à contre-cœur de participer à l'enquête.
2017. Mystère à Venise est donc le troisième opus entre guillemets d'une saga, de cette trilogie sur Hercule Poirot, sur Agatha Christie. Le premier est sorti en 2017, c'est sur Le Crime de l'Orient Express. Le deuxième sur Mort sur le Nil, sorti en 2022, donc l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Et parce qu'on est en 2024, d'ailleurs bonne année, j'ai oublié de vous le dire. Et du coup le troisième, Mystère à Venise, qui se base sur un livre d'Agatha Christie qui s'appelle La Fête du Potiron, qui est sorti en 1969. À préciser que ces 3 films ne sont pas à regarder impérativement dans cet ordre. Vous pouvez très bien regarder Mystère à Venise, puis Crime de l'Orient Express, puis Mort sur le Nil, ou dans un tout autre ordre. Ça ne change rien, ce sont des films entre guillemets indépendants, en tout cas par rapport à leur intégration dans la trilogie. C'est la 20e réalisation de Kenneth Branagh, oui, qui est en plus d'être un super acteur, un excellent réalisateur. En plus de réaliser cette trilogie, il est acteur dans cette trilogie, il joue le rôle principal d'Hercule Poirot dans les 3 films. Et je trouve qu'il joue parfaitement bien ce rôle dans les 3 films, dont dans celui-là aussi, du coup, puisque faut savoir que Hercule Poirot c'est un personnage belge, c'est un détective belge, et belge francophone, donc wallon, et Kenneth Branagh arrive parfaitement à jouer en anglais, mais avec l'accent francophone, du coup l'accent français on va dire, et j'ai trouvé ça génial, surtout que le mec est britannique, donc il n'est pas censé jouer avec ce genre d'accent de base. Pour ce qui est des 2 premiers films, donc Le Crime de l'Orient Express et Mort sur le Nil, j'ai trouvé que la réalisation, la mise en scène, c'est quelque chose d'assez simple, d'assez bateau entre guillemets. Et niveau des couleurs, c'est assez vif, c'est assez agressif. C'est pas mauvais, c'est pas moche, mais c'est pas super intéressant. Je veux dire, c'est des films un peu fantaisistes comme ça, un peu comme À couteau tiré. Et pour celui-là, j'ai trouvé que c'était pas ça. J'ai trouvé que le travail des lumières, le travail de la photographie, le travail visuel, l'ambiance même en général qui est transmise, elle est beaucoup plus intéressante. On est sur un vrai film à énigme qui est un peu creepy, un peu pas forcément palpitant, je vais pas dire ça non plus, mais voilà, t'es intrigué par ce qui se passe, t'es intrigué par l'évolution de l'enquête. Là où les 2 premiers films vont plus jouer sur les personnages, sur leur hauteur en couleur, j'ai envie de dire, pour que tu te dises ah ouais mais si c'est elle ça veut dire que tatatam, j'espère que c'est pas lui parce que je l'aime bien, etc., etc. Là c'est pas forcément ça, les personnages sont un peu moins intéressants que d'habitude, mais c'est plus au niveau de l'ambiance que on va être accroché, j'ai envie de dire, au scénario du film. Par rapport au côté policier de ces films là, je suis pas super fan parce que bon, c'est pas de la faute des films, c'est sûrement de la faute des livres que je n'ai pas lus, donc je peux pas en être parfaitement sûr, mais à mon avis quand même, c'est le fait que la résolution elle soit parfaitement impossible à résoudre, à trouver soi-même en fait, la résolution de l'énigme, de l'enquête, que ce soit dans Le Crime de l'Orient Express, dans Mort sur le Nil ou ici, c'est impossible de trouver soi-même tellement c'est farfelu et tellement tu n'as pas assez d'indices et assez de données pour toi-même arriver à ce raisonnement, et c'est assez dommage, c'est frustrant parce que moi j'aime bien quand je regarde un film policier essayer par moi-même de trouver qui a tué, pourquoi, etc., comment, quand. Le casting est assez fort mais bon, aucun acteur ne se démarque à part Kenneth Branagh en tout cas, et je trouvais ça dommage aussi. Donc c'est un film pas mauvais, c'est peut-être celui qui m'a le moins plu de la saga, paradoxalement au fait que ce soit le plus intéressant peut-être visuellement, mais voilà, encore une fois les acteurs sont pas top, les personnages sont moins intéressants, l'énigme elle est tellement farfelue que ça en devient, la résolution elle est tellement farfelue que ça en devient ridicule et que c'est très frustrant de ne pas avoir pu la découvrir par soi-même. Donc voilà, après c'est bien réalisé, c'est divertissant, mais ça s'arrête là. Mais c'est pas un mauvais film. On continue avec un film de science-fiction qui me hypait mais énormément, malgré le fait que je ne sois pas super fan de son réalisateur. Mais voilà, j'en attendais beaucoup et au début du film j'étais vraiment content de ce que je voyais et ça s'est délabré très rapidement. C'est le film The Creator. The Creator, qui est le dernier film de Gareth Edwards et qui se déroule dans le futur. Une guerre a été déclenchée entre l'intelligence artificielle et les humains et on fait appel à l'ancien agent des forces spéciales qui s'appelle Joshua pour tenter de trouver et d'assassiner le créateur de l'intelligence artificielle. Un immense potentiel qui a été gâché
par Gareth Edwards, qui a notamment réalisé Rogue One, que je n'aime pas du tout, et qui est pourtant un film très populaire de la saga Star Wars, mais je déteste ce film, mais qui a quand même réalisé Godzilla, que j'aime bien pour le coup. C'est un film qui avait énormément de potentiel d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue esthétique, et ça manque cruellement à son devoir. Je trouve que Gareth Edwards aurait dû inventer pleinement son propre univers au lieu de simplement prendre des éléments de Blade Runner, des éléments de Star Wars et de les mélanger. C'est très agréable à voir, hein. Visuellement les effets spéciaux sont très bons, mais pareil, ça manque d'originalité. Le potentiel d'un univers aussi différent de celui dans lequel on vit aujourd'hui, il peut être mais tellement mieux exploité. Et j'ai trouvé que c'était assez timide, les décors sont super simples. J'ai quand même bien aimé le duo de personnages, donc Joshua et la petite intelligence artificielle, le petit robot là. Voilà, ils sont attachants tous les deux, leur relation est touchante et on veut les voir réussir malgré tout. Quand je dis malgré tout, je vais pas rentrer dans les détails pour pas spoiler parce que c'est un film que vous avez pas forcément tous vu, mais je m'attendais pas du tout à cette morale, je m'attendais pas du tout à cette fin, je m'attendais à quelque chose de totalement opposé. Je m'étais mis en tête une morale et je me disais bah c'est cool si c'est ça. Et au final c'est totalement l'inverse et le film se contredit entre le début et la fin. Il change complètement, c'est un film un peu lunatique en fait. Et je trouvais ça très gênant, très désagréable. Et j'ai pas aimé la fin, j'ai pas aimé la morale, j'ai trouvé ça bizarre. Et donc non, j'ai vraiment été déçu de ce film qui pour moi n'exploite pas assez son potentiel de film de science-fiction futuriste, que ce soit d'un point de vue scénaristique, esthétique. Il manque à son devoir sur le plan éthique, niveau de la morale, niveau des messages. Et non, j'ai pas aimé tout simplement, et c'est dommage hein, parce qu'il y avait tellement de choses à faire qui auraient pu être super bonnes, mais voilà. J'ai été déçu. On continue avec un film qui a été annoncé il y a pas mal de temps et qu'à la base je ne comptais pas spécialement voir parce qu'il m'intéressait pas tant que ça. Et au final je suis allé le voir par curiosité et j'ai été très agréablement surpris. C'est le film Gran Turismo. Let's go show the world. Qui est le 5e film de Neil Blomkamp et qui est, comme son nom l'indique, une adaptation cinématographique de la franchise de jeux vidéo sur ces fameux jeux de course de voiture, dont le premier jeu est sorti en 1997. L'histoire se déroule aux États-Unis et on y suit l'aventure du jeune Yann. C'est marrant parce que c'est le même prénom que moi et c'est écrit pareil, c'est la première fois que je vois ça. Donc qui rêve d'être pilote de course mais qui pour l'instant ne peut exploiter sa passion que par le jeu vidéo Gran Turismo. Et sauf qu'un jour, une écurie décide de lancer un concours pour en dénicher des nouveaux pilotes grâce justement à ce jeu vidéo. Et Yann va tout mettre en œuvre pour, grâce à cette passion, devenir un véritable pilote de GT. J'ai adoré. Mais du début à la fin, je trouve le rythme parfait, on s'ennuie pas du tout, aucune scène ne sert à rien, c'est super divertissant, franchement ça passe super vite, les personnages sont très attachants aussi, très intéressants, Yann forcément hein, qui est touchant, qui a envie de réussir ce qu'il a envie de faire, même s'il y croit pas du tout à la base. Le personnage de David Harbour aussi, qui est très protecteur, même si au début il est un peu dur. Bon, c'est une évolution assez simple hein, qu'on a l'habitude de voir, hein, le mec un peu dur qui s'attache et qui devient un peu plus nounours, mais bon, ça reste cool. Le personnage de Danny aussi, qui est joué par Orlando Bloom, qui est un peu plus complexe que les autres, par son tempérament, par son comportement, qui des fois est un peu lunatique aussi, un peu bipolaire. Mais je l'ai vraiment bien aimé aussi ce personnage. Ça relate un sujet rarement exploité au cinéma quand même, hein, les courses de voiture, les sports mécaniques. On en parle rarement en soi dans des films comme ça, ou alors quand on en parle c'est dans des films un peu boum boum, un peu vides. Et là c'est un film qui a un vrai message, qui est vraiment beau, qui est touchant, qu'il faut voir. Après c'est une histoire qui est pas du tout surprenante, hein, malheureusement. C'est un peu le seul gros défaut que je peux faire au film, c'est que on voit carrément ce qui va se passer à chaque fois, on sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se finir, etc. On n'a aucun rebondissement, aucune surprise, aucune prise de risque scénaristique, c'est un peu dommage. Mais à part ça, c'est un film qui est tellement cool, qui est tellement divertissant, qui est tellement touchant, franchement j'ai adoré. Et non, je vous le conseille sans faux, même si vous n'êtes pas fan de course de voiture. Moi j'aime bien la F1 par exemple, donc c'est vrai que déjà le sujet m'intéressait. Mais même si vous n'êtes pas fan de course de voiture, vous pouvez regarder, franchement ça, à mon avis, vous allez bien kiffer.
On poursuit avec le film d'un réalisateur dont je vous ai déjà parlé dans cette chaîne, sur cette chaîne, dans une vidéo qui lui était intégralement dédiée, un clap forcément, c'est Albert Dupontel. Je parle bien sûr de son nouveau film Second Tour. Dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. On croit qu'on va retourner au foot, nous, hein? C'est la 8e réalisation d'Albert Dupontel après Au revoir là-haut et Adieu les cons. Voilà, Albert Dupontel qui joue le personnage principal de ce film comme d'habitude. Hein. On y suit un second tour fictif de l'élection présidentielle française selon le point de vue de quelques personnages. Bah, déjà le candidat à l'élection qui est joué par Albert Dupontel, qui est le candidat on va dire favori, celui qui risque très fort de devenir le futur président de la République. Bien évidemment une journaliste politique, Mademoiselle Pov, qui est jouée par Cécile de France, ainsi que par son ami qui est joué par Nicolas Marié. J'aime beaucoup le cinéma de Dupontel, en tout cas ses films les plus récents, donc Adieu les cons, Au revoir là-haut, Enfermé dehors, même 9 mois ferme, j'aime bien. Après Bernie le créateur, je suis un peu moins fan, Le vilain ça va. Grâce surtout au message, c'est un mec à message, hein, Dupontel. Ça se voit dans sa philosophie de tous les jours, dans la façon dont il parle, ça se voit que c'est un philosophe et qu'il a envie de raconter des choses au niveau des valeurs, au niveau des messages, pas forcément au niveau de l'histoire. Et là j'ai trouvé que le message était un peu plus difficile à comprendre, était un peu moins clair et par conséquent le film avait un petit peu moins d'intérêt. Je m'attendais, parce que le film il a été annoncé il y a pas mal de temps, hein, on savait depuis la sortie d'Adieu les cons que de Adieu les cons, que Dupontel allait faire un film sur la politique en France. Je m'attendais à ce qu'il critique à mort le système dans lequel il vit, et c'est ce qu'il fait au début du film. Il le fait très bien avec une belle touche d'humour. Donc là, à ce niveau-là, j'étais pas déçu, je m'attendais à voir ça, mais plus le film avance, plus c'est nuancé, et plus il humanise au final les politiques, en tout cas via son personnage. Et j'ai trouvé ça assez bizarre de switcher comme ça de messages, des messages qui sont quand même radicalement différents. Au début, voilà, pour lui, ils sont pourris, c'est des menteurs, c'est des machins. Et après, ouais, mais c'est des humains, il faut les comprendre, ils sont touchants, etc. J'ai pas trop compris ce jonglage. Après, voilà, c'est un film qui se regarde facilement, les acteurs sont pas mal. Bon, Dupontel, j'ai vu mieux, honnêtement. J'ai été un peu déçu. Je trouve que lui, comme Nicolas Marié, sont des caricatures d'eux-mêmes dans ce film. Nicolas Marié qui est toujours comme ça, qui joue comme ça, voilà, c'est le comic relief un peu comme dans tous les films de Dupontel. Je trouvais ça un peu dommage parce que voilà, c'est du vu et revu chez lui. Et Dupontel, pareil, c'est un peu du vu et revu, c'est le mec qui parle comme ça. Et voilà. Et pendant tout le film, il va te parler comme ça. C'est un peu relou à la fin. Je le préfère. Oui, en vrai, oui, je le préfère dans des rôles comme dans Enfermé dehors, où c'est un mec qui est beaucoup plus. Voilà, qui est beaucoup plus, j'ai envie de dire dynamique, un peu plus nuancé, etc. Ou même dans 9 mois ferme, où il joue un mec, un criminel tout simplement. Après, Cécile de France, je l'ai trouvé très très bonne. J'ai bien aimé la réalisation. D'un point de vue technique, je trouve qu'il se démarque pas mal ce film des autres de Dupontel. Il y a des plans aériens notamment qui sont pas mal, qui sont assez beaux. Et ça m'a vraiment surpris. Je m'attendais pas à avoir ce genre de plan dans un film de Dupontel. Et pour ce qui est de l'histoire, bah encore une fois, au niveau des messages, c'est un peu flou, mais ça reste touchant, ça reste divertissant, la fin est super belle et elle est assez marquante. Donc c'est pas un mauvais film. Voilà, si vous êtes fan de Dupontel, allez le voir, faites-vous un avis, mais en tant que fan de Dupontel, j'en attendais plus. Mais je pourrais le revoir bien sûr, mais j'en attendais plus. On continue avec la tradition, forcément. Un film du Marvel Cinematic Universe, le 33e film du Marvel Cinematic Universe. Putain, ça devient long, je dis ça à chaque fois, mais une grosse pensée quand même pour ceux qui veulent se mettre au Marvel Cinematic Universe maintenant et qui doivent se taper 33 films et je ne sais combien de séries. Je pense qu'ils vont très vite abandonner. Moi encore ça va, quand j'ai commencé il y avait que quelques films, il n'y avait pas de séries donc ça allait, mais maintenant ça devient compliqué. Bref, je m'écarte du sujet, on va parler du film The Marvels. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. The Marvels, qui est donc le 33e film du MCU, le 3e film de la phase 5, après Ant-Man et la Guêpe, Quantumania et Les Gardiens de la Galaxie volume 3. C'est également la suite de Captain Marvel, sorti en 2019, qui était le 19e film du MCU et
le 9e film de la phase 3. C'est aussi la 3e réalisation d'une certaine Nia DaCosta qui a notamment réalisé le film Candyman sorti en 2021 que j'avais bien aimé, dont je vous ai parlé d'ailleurs sur la chaîne dans un point ciné. On suit dans ce film l'aventure d'un trio de femmes composé de Kamala Khan qui est Miss Marvel, hein, qu'on a vu que le MCU nous a introduit dans la série qui portait son nom, qui sortait sur Disney+ il y a un peu de temps maintenant. Monica Rambeau, qu'on connaît grâce à Captain Marvel mais aussi grâce à WandaVision, et bien sûr Captain Marvel. Ces 3 femmes dont les pouvoirs vont s'entremêler à cause d'un truc hyper chiant dont je vais pas m'étaler, et enfin bref. Voilà, et elles vont devoir combattre un méchant, une méchante même, qui vient de l'Empire Kree. Donc l'Empire Kree, c'est l'Empire dont vient Ronan, l'accusateur des Gardiens de la Galaxie. Voilà. Vous le savez, je suis un grand fan des films de super-héros, des films de chez Marvel, des films de chez DC, du MCU bien sûr. J'ai commencé la chaîne en parlant uniquement de ça. Là-bas, c'était une chaîne qui parlait uniquement des super-héros. Et vous le savez aussi, si vous suivez la chaîne, que je suis de plus en plus déçu des films du MCU qui pour moi racontent de moins en moins de choses et qui sont de moins en moins intéressants. Et ici, je trouve qu'on touche vraiment le fond. On est sur un des pires films du MCU. Honnêtement, hein, je m'y attendais. Je m'y attendais, mais tellement. Pas quand le film a été annoncé, quand même pas, parce que ça fait quand même longtemps, mais quand déjà en voyant les films du MCU en moyenne pas ouf en ce moment, en voyant la bande-annonce de The Marvel, je me suis dit ok, ça va être une purge à nouveau, et bah à ce niveau-là, ouais, j'ai pas été déçu du tout. C'est une vraie purge. C'est un Marvel qui se contente de rien, enfin qui se contente de pas grand-chose, qui se contente de divertir. Bon, à ce niveau-là, ok, tant mieux, hein, parce que sinon ce serait chiant. Bon, vous allez me dire, c'est le film le plus court du MCU, je pense. C'est un des plus courts. Il dure 1h40 et quelques, qui est très très court pour un film de super-héros. Enfin, pour un blockbuster actuel surtout. Ça divertit assez correctement, mais ça se contente de rien, ça n'invente rien, ça ne propose rien d'intéressant au niveau de l'histoire. C'est volontairement incompréhensible. Tous les concepts dans le film, c'est incompréhensible. Mais vraiment, et je suis persuadé que c'est totalement volontaire, parce que si ça l'était, on comprendrait qu'il y a des trucs qui vont pas. Là, c'est incompréhensible, donc on peut pas se dire ouais mais attends, ça va pas. Bah non, parce qu'on comprend rien. Je suis sûr que c'est fait exprès, et c'est forcément un gros défaut, puisque quand on comprend rien à un film, on ne peut pas l'apprécier. Il y a beaucoup d'incohérences, sans trop de surprises. Il y a aussi des scènes de comédie musicale. Ouais, ça propose rien visuellement non plus, esthétiquement, au niveau des effets spéciaux qui sont bons, hein, mais encore une fois, j'aime bien le dire, c'est normal, il y a de l'argent, il y a du matériel, mais maintenant, est-ce qu'il y a une certaine intelligence artistique pour faire quelque chose qui a une âme et qui a un intérêt? Ça je suis pas sûr, hein. En tout cas on nous prouve en ce moment chez Marvel que non. La seule chose que j'ai bien aimé, enfin non, il y a quelque chose que j'ai bien aimé et quelque chose que j'ai adoré. Oui, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est à la fin du film. Voilà, c'est la toute fin, c'est les dernières secondes. Pour moi, ça annonce quelque chose qui peut être intéressant. Il faut pas qu'ils fassent de la merde, parce qu'en ce moment, ils font que ça. Donc je m'avance pas trop, mais ça peut être intéressant. Et la scène intergénérique, donc là, c'est même pas dans le film, hein, c'est après. Là, pour le coup, ça me hype à fond. Je suis peut-être un gros pigeon, je vais sûrement être très déçu. Mais ça me hype, ce qui est annoncé me hype, et à ce niveau-là, franchement, j'étais comme ça sur mon siège. Autant je me suis fait chier tout le film, autant j'ai trouvé ça nul, autant j'ai eu le courage de rester pendant le générique pour voir la scène quand même, au cas où, par curiosité, et j'ai pas été déçu à ce niveau-là. Mais bon, ça fait pas partie du film, hein, ça n'a rien à voir, c'est la scène intergénérique, c'est juste une petite digression. Le film est une grosse merde, c'est un des pires films du MCU, et à mon avis, je ne vais pas le revoir avant pas mal de temps, et je vous le conseille pas. Sauf si vous avez vraiment envie de vous mettre à jour sur le MCU, ce qui peut être, c'est vrai, intéressant pour voir la suite. Mais si pas, perdez pas votre temps. On continue pour le 7e film sur 11, avec au final le 5e opus d'une saga, encore une fois, mais qui cette fois est un préquel d'une saga qui est sortie il y a quelques années et que j'aime énormément, c'est une de mes sagas préférées. C'est bien sûr la saga Hunger Games, avec le film Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. What are the Hunger Games for?
C'est donc, comme je viens de le dire, le 5e film Hunger Games qui agit sous forme de préquel, donc qui se déroule avant les 4 premiers films sortis entre 2012 et 2015. C'est aussi l'adaptation cinématographique du roman de Suzanne Collins sorti en 2020, qui est lui aussi un préquel des 3 livres qu'elle a écrits, des 3 livres Hunger Games tout simplement. Mais c'est aussi la 9e réalisation de Francis Lawrence qui a réalisé les Hunger Games du 2e au 5e film. Mais également Je suis une légende avec Will Smith. Je suis un grand fan de Hunger Games, j'ai vu les films, j'ai lu les livres. Pas celui-là, fallait pas me décevoir. C'est un film qui se déroule 65 ans avant les Hunger Games qu'on connaît avec Katniss, lors de l'année des 10e Hunger Games. Donc à l'époque, le président Snow, qui est l'antagoniste principal de la saga, avait 18 ans et était mentor pour un des tribus des Hunger Games, puisqu'à l'époque c'était les enfants du Capitole qui étaient les mentors et non pas des anciens vainqueurs. Et le président Snow, bon à l'époque il n'est pas président, c'est juste Coriolanus Snow, c'est galère à prononcer son prénom, se voit attribuer la lourde tâche d'être le mentor du tribut féminin du district 12 qui s'appelle Lucy Gray, qui est joué par Rachel Zegler, qui n'est autre forcément que le tribut sur lequel on va moins miser, le tribut qui a peut-être le moins de chances de gagner puisque c'est une femme et qu'elle est dans le district 12 qui est un des plus pauvres. En tant que fan de l'univers de Hunger Games, j'ai trouvé très cool le fait qu'on aborde, bon là c'est grâce au livre forcément, mais bon quand même, le fait qu'on aborde les Hunger Games, Panem, bref cet univers dans le passé on va dire, donc 65 ans avant les films qu'on connaît, les histoires qu'on connaît. C'est quand même vachement différent, la façon dont les tribus sont traitées. Les mentors sont très différents, comme je l'ai dit, dans les films qu'on connaît c'est des anciens vainqueurs, là pas du tout, c'est les enfants du Capitole. Il y a aussi l'arène qui est très différente, dans les films qu'on connaît c'est une arène haute technologie, très grande, et là c'est une arène qui est pourrie, mais vraiment. On découvre un président Snow un Coriolanus Snow qui est assez différent aussi. De ce que j'ai lu, de ce que je sais sur le dernier livre, il n'est pas comme ça dans le livre. C'est un connard dès le début et le film le développe un peu comme quelqu'un de plus attachant, de plus profond avant qu'il devienne un gros connard. On comprend quand même grâce au film pourquoi il est devenu aussi méchant. Ce qui est quand même, je pense, la principale mission du film. Maintenant, par rapport au truc que j'ai trouvé dommage, ça chante beaucoup. Via le personnage de Rachel Zegler, Lucy Gray, qui est le tribut du district 12, elle chante beaucoup, trop. C'est pas une comédie musicale, mais elle chante très très souvent. J'ai trouvé ça un peu relou parce que j'avais l'impression d'être dans un Disney des fois alors qu'on est dans un Hunger Games. Et c'est vrai que ça chante trop et ça saigne pas assez, ça se bat peut-être pas assez, c'est moins percutant que les premiers films, je trouve. Par exemple, dans le premier film, la scène où les Hunger Games commencent, c'est percutant. Il n'y a pas de musique, c'est très silencieux. Tu vois plein de gamins mourir atrocement. Donc c'est percutant, c'est marquant. Là, bof, je trouve que les scènes sont un peu plus timides. Et aussi, je sais pas si c'est à cause du livre ou si c'est le film qui a instauré ça, mais il y a un nombre d'éléments de fanservice qui est pour moi hyper gênant. La présence de Tigris, le nom Evansby, on parle des fleurs qui s'appellent les Katniss. Le tribut que l'on suit, c'est le tribut féminin du district 12, comme Katniss. Elle chante une certaine chanson que l'on entend dans la saga originale aussi. Trop de fanservice, j'ai trouvé que ça dénaturait un peu l'œuvre, ça la rendait un peu moins singulière et j'ai trouvé ça dommage. Après, encore une fois, en tant que fan de Hunger Games, ça m'a pas trop gêné. Le film est assez cool, très divertissant et non, j'ai quand même bien aimé. Puis pour moi, les 2 missions principales que le film devait remplir, il les a parfaitement remplies. C'est le fait de comprendre la psychologie de Snow et comment est-ce qu'il est arrivé à devenir un aussi gros connard dans la saga qu'on connaît, et à nous montrer parfaitement à quoi est-ce que Panem ressemblait, à quoi est-ce que les Hunger Games ressemblaient à l'époque. On continue avec un Disney, le nouveau classique d'animation de Disney, Wish, Asha et la Bonne Étoile.
qui est donc le 62e classique d'animation Disney après Avalonia l'étrange voyage, que j'avais pas du tout aimé, qui est sorti en 2022. C'est aussi la 6e réalisation de Chris Buck, qui n'est autre que le réalisateur de Tarzan et des 2 films La Reine des Neiges, donc c'est un habitué des films d'animation de chez Disney. L'histoire se déroule dans un royaume fictif qui s'appelle Rosas, et on va suivre l'aventure de Asha ainsi que ses amis et une étoile qui s'appelle Star, qui va arriver un peu après dans le film, qui vont essayer d'arrêter le roi Magnifico, qui est le roi du royaume, enfin qui est le roi de Rosas, et qui détient les souhaits, les vœux les plus chers des habitants de Rosas, qui n'en ont donc pas le souvenir, et il sait qu'il ne va jamais les exaucer. Et ça met en rogne Asha quand elle l'apprend, et elle va essayer de changer ça et d'arrêter cet être absolument cruel. Étant donné les récents classiques d'animation Disney qui m'ont pas mal déçu, comme Raya et le Dernier Dragon, ou encore mieux Avalonia, j'étais pas super chaud à l'idée d'aller voir ce film. J'ai été le voir parce que c'est un Disney, parce que j'étais quand même curieux, et parce que j'avais la flemme d'attendre qu'il sorte sur Disney+. Je m'attendais à un peu comme Avalonia, un film rempli de messages indigestes qui sont tellement nombreux qu'au final il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de magie, il n'y a plus de Disney, il n'y a plus de films pour enfants, il n'y a plus tout ça. Et j'aurais bien dû fermer ma gueule, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vu un Disney avec la vraie magie de Disney, une vraie histoire d'un Disney, et ça m'a fait tellement plaisir. C'est un Disney comme on a envie d'en voir, comme je les aime. Il n'y a pas de schmilblick politique qu'on essaie de mettre par toutes les sauces dans le scénario. Non, pas tout ça. C'est une vraie belle histoire pour gosses. Il y a des défauts, bien sûr, on va y revenir. J'ai adoré, les personnages sont attachants, le méchant est charismatique. C'est un film qui est sorti pour les 100 ans de Disney, donc il y a pas mal de clins d'œil aux anciens classiques de Disney. Il y a des clins d'œil à Peter Pan, à Blanche-Neige, enfin voilà, il y en a plein, même à Robin des Bois, des trucs ainsi. Je les ai trouvés tous rigolos, il y en a qui sont plus subtils que d'autres. Les chansons, je les ai trouvées vachement belles. La dernière fois que j'ai vu un Disney avec des chansons mémorables comme ça, c'était Vaiana. Donc ça date quand même, c'était en 2016. Et j'ai adoré l'animation. C'est un retour à la 2D. Ça c'est très cool parce que depuis on va dire en début des années 2010, Disney ne fait que de la 3D. C'est un mélange de 2D et de 3D, mais c'est un 2D, une 2D à l'aquarelle qui est super belle, qui rend très bien, qui est très originale. On n'a jamais vu ça chez Disney. Maintenant il y a 2-3 trucs qui m'ont gêné dans le scénario. Déjà au tout début du film, Asha, elle fait une sorte d'entretien d'embauche avec Magnifico pour devenir je sais plus trop quoi, sa secrétaire ou un machin comme ça. Et elle découvre avec ça que Magnifico il détient les souhaits, bon ça elle le savait, mais que surtout il sait qu'il va jamais, pour la plupart en tout cas, les exaucer. Donc ça lui va pas à Asha. Et Magnifico la laisse partir. Voilà, donc elle pourrait très bien aller le dire à tout le monde et créer une révolution. Il s'en fout. Bon, c'est vrai que sans ça, il n'y a pas de film, forcément, mais c'est quand même bizarre. Et après, il n'y a pas de film sans Star, qui est la fameuse étoile qui accompagne Asha et ses amis. Star qui débarque comme ça, sans prévenir. Voilà, comme ça, pouf. Elle débarque, au moment où tout le monde en a besoin, hop, elle tombe du ciel. Wouh! C'est un peu trop facile, c'est ce qu'on appelle un Deus Ex Machina, donc c'est une intervention divine qui arrive comme ça. C'est une facilité scénaristique, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un peu gênant, mais bon, c'est un film pour enfants, c'est un Disney, donc c'est pas si grave. Pour le reste, j'ai trouvé que c'était un très bon Disney, comme on en avait plus vu depuis pas mal de temps. Je vous le conseille bien sûr, n'hésitez pas à aller le voir en salle, ou s'il n'est plus dans votre cinéma, si vous avez Disney+, dès qu'il sort, regardez-le parce que pour moi ça vaut le coup. On continue avec le 9e film de cette vidéo, qui est un film qui risque d'être l'un des favoris pour les prochains Oscars, BAFTA et tout ce qui s'ensuit. Il a été nommé quelques fois aux Golden Globes qui sont passés, et bon, il a rien gagné. Bon, j'ai trouvé ça un peu ouf. C'est bien sûr le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Can you find the wolves in this picture?
27e film du réalisateur légendaire Martin Scorsese, à qui l'on doit Les Affranchis, Taxi Driver, Raging Bull, que j'aime pas, voilà, The Irishman plus récemment, bref, un réalisateur de renom, de génie, tout ce que vous voulez. Et ce film, Killers of the Flower Moon, est une adaptation cinématographique du roman La Note américaine en français, écrit par David Grann, sorti en 2017. Nous sommes dans les années 20 en Oklahoma, état dans lequel on retrouvait à l'époque beaucoup de pétrole. En ont donc bénéficié les Osages, une tribu qu'on avait mis là, mise là en mode bah voilà, vous allez habiter là, il n'y a rien, donc vous allez vivre là, sauf que eux ont découvert le pétrole et ils ont réussi à s'enrichir forcément grâce à ça. Cela a attiré pas mal d'hommes d'affaires américains qui ont voulu voilà, s'allier aux Osages pour récupérer une petite partie de tous ces petits bénéfices, dont l'homme d'affaires, j'ai oublié son nom dans le film, qui est joué par Robert De Niro, qui fait appel à son neveu, je crois, qui est joué par Leonardo DiCaprio. Sauf que pendant leur séjour en Oklahoma, ils vont découvrir que beaucoup d'Osages sont en train de se faire assassiner. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, même si on a une petite idée. J'ai adoré et je m'y attendais pas, parce que j'aime bien Scorsese, mais c'est pas mon réalisateur préféré de base. C'est un film qui dure 3h30, donc je m'attendais un peu à me faire chier. Et pour ce qui est de l'histoire, ça m'intéressait, mais je me disais encore une fois en 3h30, qu'est-ce que tu veux dire de ça en fait? Genre tu vas devoir tirer en longueur de fou, et pas du tout. J'ai trouvé que le film est passé super vite, pourtant 3h30, pour qu'un film de 3h30 passe vite, faut le faire, et je trouve qu'il a réussi à le faire, Scorsese. C'est un film super intéressant qui aborde pas mal de thèmes, de messages qui sont très importants, la cupidité de l'homme, le fait que l'homme a toujours, il sera toujours, je pense, cruel envers ce dont il peut tirer profit. Voilà, l'insécurité des minorités à l'époque aux États-Unis qui bénéficiait de très peu de considération et très peu de sérieux. Voilà, il y a eu des dizaines et des dizaines d'Osages assassinés et tout le monde s'en battait les couilles. Les acteurs sont magistraux, que ce soit De Niro, DiCaprio, ce sont deux des plus grands acteurs de tous les temps, et quand tu les réunis dans un film, forcément ça fait des étincelles. La réalisation de Scorsese est magnifique, l'histoire est très complète, je trouve, en même temps 3h30, encore heureux. Après, la fin peut sembler surprenante, elle l'était pas forcément pour moi, je m'attendais parfaitement à ce qui allait se passer. Et ça m'a un peu déçu, j'aurais aimé un peu plus de rebondissements, un peu plus de surprises, même si on peut considérer la fin, en tout cas le dénouement, comme une surprise. Pour moi c'était couru d'avance, et voilà, j'étais un peu déçu par ça, mais pour le reste, putain, quel film. Franchement, l'un de mes favoris pour les Oscars, les BAFTA. D'ailleurs on en parlera très très vite des Oscars, des BAFTA et même des Césars, comme à l'époque. Je referai des vidéos sur ça, c'est pour ça que j'essaie de vite expédier les points ciné, enfin oui, ce dernier point ciné, comme ça on peut s'intéresser aux Oscars, enfin d'abord aux BAFTA, puis aux Césars et enfin aux Oscars qui auront lieu en mars. Pour l'avant-dernier film de cette vidéo, c'est un film qui sur papier devait être le film de l'année, le film, pas forcément le meilleur, mais le film qui allait faire le plus parler, et qui allait vraiment rester en salle pendant très longtemps, dont tout le monde allait parler pendant des semaines, et je trouve qu'au final non, ça a été très vite expédié. C'est le film Napoléon de Ridley Scott. I'm the first to admit when I make a mistake. I simply never do. 28e film du réalisateur légendaire Ridley Scott, à qui l'on doit notamment Gladiator, Kingdom of Heaven, Seul sur Mars, Alien, etc. Qui se concentre donc sur la vie de Napoléon. Alors, Ridley Scott a toujours dit que c'était pas un documentaire historique et que voilà, c'était pas forcément un film super fidèle à la réalité, mais Ridley Scott se base sur la vie de Napoléon pour faire ce film. On est forcément dans un film qui politiquement doit diviser d'office, parce que c'est un film qui se base sur la vie d'un homme politique français assez controversé,
mais dont les opinions sont assez différentes d'un peuple à l'autre. Forcément, si ça avait été les Français qui avaient fait ce film, Napoléon aurait été mis en scène comme un héros national, un grand homme de la patrie, de machin chose. Et là, c'est pas du tout les Français qui font ce film, ce sont les Américains et les Britanniques. Après, je trouve que le film réussit à rester dans une certaine objectivité que j'ai trouvé assez surprenante, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit Napoléon c'est un monstre, il a rien fait de bien, patati patata. Et oui, le film parle beaucoup de ça, le fait que Napoléon était pas quelqu'un de bien, était un tyran, etc. Ce qui est peut-être un petit peu vrai, hein, désolé les Français. Mais en même temps, le film reste dans la nuance et parle aussi de ce qu'il a fait de bien et du grand homme quand même qu'il était au final. Après, oui, c'est vrai que le film ne parle pas beaucoup des batailles napoléoniennes, il n'y en a pas beaucoup dans le film, je m'attendais à plus, parce que, bon, à mon avis, sûrement qu'elles ont été arrachées du scénario pour ne pas trop mettre en valeur Napoléon, puisque la plupart de ses batailles, il les a gagnées. Après, le rythme du film est parfait. Malgré ça, je m'attendais justement, je me serais peut-être attendu à un film moins bien rythmé, moins palpitant étant donné le peu de batailles qu'il y a, et au final non, ça passe vite. La DA la direction artistique est géniale, voilà, on se croirait vraiment en France au 19e, enfin au 18e, 19e siècle. C'est très beau, la photographie est très travaillée, la réalisation de Ridley Scott est magnifique. Bon, ça c'est pas très surprenant, hein, c'est un mec qui sait faire ce genre de film, il a fait que ça. Maintenant les acteurs, j'étais très déçu de Joaquin Phoenix, qui aurait clairement pu aller chercher une nomination aux Oscars ou BAFTA. À mon avis il l'aura pas, hein. Jamais de la vie, jamais. D'ailleurs le film va être complètement snobé, je pense, des cérémonies. Donc voilà, c'est un film que j'ai pas détesté, encore une fois, voilà, ça m'a diverti. On apprend quand même des choses, hein, sur Napoléon. Personnellement je connaissais ces choses, mais voilà, si tu connais rien de Napoléon, tu regardes le film, tu ressors, t'auras appris des choses, honnêtement. Peut-être pas de la façon la plus objective qui soit, mais quand même de façon plus objective que si ça avait été un film français. C'est oubliable, hélas. Un film sur Napoléon par Ridley Scott, oubliable, j'aurais jamais cru dire ça un jour. Donc oui, ça m'a déçu un peu, mais je pourrais le revoir. Voilà, en fait, j'en attendais juste plus, voilà, tout simplement. Et on termine cette vidéo avec le film Wonka. Mark my words, this is gonna be the greatest chocolate shop the world has ever seen. Wonka, qui est donc la suite du film Charlie et la chocolaterie, sorti en 1971, la première adaptation cinématographique du roman de Roald Dahl, sorti en 1964. Donc la version de Mel Stuart, sortie en 1971, avant forcément la version de Tim Burton en 2005, sur laquelle il ne faut absolument pas se reposer pour juger ce film-là, qui n'a rien à voir. C'est aussi la 4e réalisation de Paul King, qui n'est autre que le réalisateur des 2 films Paddington. Je n'ai hélas pas trop eu le choix de découvrir le film en VF, et c'est vrai que la VF est pas top du tout, surtout au niveau des chansons, parce que c'est vrai que ça chante énormément. C'est une comédie musicale, puisque c'est la suite, comme je l'ai dit, du premier film de 1971 qui était lui-même une comédie musicale. Donc voilà, les gens ont râlé que c'était une comédie musicale, personnellement je trouve ça totalement logique, mais bon, c'est pas grave. Ça chante énormément, mais c'est vrai qu'après avoir découvert les chansons en anglais, je trouve qu'elles sont bien meilleures. Donc voilà, au niveau des chansons, finalement, comme c'est la VO qu'il faut juger et pas la VF, je trouve que c'est très bien. Après, ça chante quand même énormément, peut-être un peu trop. Il y a la chanson culte du premier film qui s'appelle Pure Imagination qui revient dans ce film-là, ça fait très plaisir. Même la chanson sur les Oompa Loompa de Hugh Grant, qui était déjà présente dans le premier film de Mel Stuart. C'est un film qui est fait pour se détendre, pour passer un bon moment en famille, c'est un film assez enfantin, peut-être un peu trop, mais bon c'est pas grave. Donc à ce niveau-là, voilà, tu vois ce film, tu décompresses, tu passes un bon moment, ça je pense que c'est d'office, et c'est la mission principale du film, donc c'est très cool. On en apprend plus sur le personnage de Willy Wonka, sur sa mère, dont on parle pas du tout dans le livre, je pense qu'on n'en parle pas. Tim Burton avait décidé de parler de son père, ici Paul King décide de parler de sa mère, bon pourquoi pas. C'est un bon Timothée Chalamet qui se fait bien plaisir. Voilà, un Hugh Grant qui se fait plaisir aussi. Non, franchement, les acteurs, le choix des acteurs est vraiment bon. Ça aurait peut-être été mieux pour les Oompa Loompa de prendre un acteur nain, parce que c'est vrai que voir la tête de Hugh Grant sur un Oompa Loompa,
c'est pas très crédible. Mais non, franchement, j'ai bien aimé en étant très fan de Charlie et la chocolaterie, que ce soit du livre, du premier film ou du film de Tim Burton. J'en attendais pas mal. J'en attendais peut-être un petit peu plus, c'est vrai, mais j'ai pas été déçu. J'ai adoré les chansons en VO, pas en VF, en VO. Non, le film est beau, le film est drôle, le film est mignon et divertissant. C'est sympa, je le conseille. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans quelques jours pour parler des nominations sur les BAFTA. Voilà, je vais vous donner mon avis sur les films nommés, sur les principaux films nommés et sur mes prédictions, etc. Bref, comme à l'époque. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut!